Il semble y avoir une certaine confusion sur le nombre d'enfants que tu as. On dit souvent que c'est plus de 100. Tu peux expliquer combien t'as d'enfants? La réponse honnête à cette question est que je ne sais pas vraiment combien d'enfants biologiques j'ai exactement. Parce qu'à un certain moment de ma vie, il y a environ 15 ans, j'ai décidé que je devrais être un donneur de sperme. Au début, un ami à moi m'a demandé de l'aider, car ils essayaient d'avoir un bébé avec sa femme et ils rencontraient certains problèmes de santé qui les empêchaient de le faire de manière naturelle, et donc il a demandé mon aide. Il m'a dit qu'il ne voulait pas se contenter de matériel génétique anonyme et aléatoire. On veut que ce soit quelqu'un qu'on connaît et qu'on respecte, qui soit le père biologique de notre enfant. Et j'ai dit, tu veux rire ou quoi? Quelle idée ridicule. Qu'est-ce que tu racontes? Mais au bout du compte, j'ai compris que c'était en fait un problème sérieux et qu'il n'était pas le seul couple à en souffrir. Donc finalement, j'ai été persuadé d'en faire plus. Et je peux pas dire que j'en sois incroyablement fier, mais je pense que c'était la bonne chose à faire. Particulièrement à l'époque où je me suis dit, je sais pas s'il me reste longtemps à vivre, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Alors pourquoi pas, si je peux aider des couples à avoir des bébés, c'est parti. Et puis plus récemment, quand je travaillais sur mon testament, j'ai compris que finalement, je ne devrais pas faire la distinction entre les enfants que j'ai conçus naturellement et mes enfants biologiques que je n'ai jamais pu rencontrer. Tant qu'ils sont capables de prouver une connexion et qu'ils ont la preuve qu'ils partagent leur ADN avec moi, un jour, peut-être dans 30 ans, il faut qu'ils aient le droit à une portion de mon héritage après mon décès. Et cette nouvelle a fait beaucoup de bruit aux infos. Je sais pas pourquoi. Ce genre de nouvelle rend les gens très enthousiastes. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui prétendaient être mes enfants. Je reçois beaucoup de demandes de gens qui souhaiteraient que je les adopte. Les mêmes étaient vraiment hilarants. Mais bon, puisque c'est pas quelque chose que la plupart des gens font, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. En fait, je dirais même que plus de gens devraient donner leur sperme. Donc on devrait préciser que c'est de là que vient l'idée que tu as potentiellement des centaines d'enfants ou plus, mais que tu as aussi des enfants conçus naturellement. Et c'est une décision assez audacieuse, d'un point de vue financier, de les traiter tous de manière égale. Et sinon, ce qui était également assez intéressant, c'est que tu as dit que qu'ils ne recevraient pas d'argent pendant les premières décennies de leur vie. Tu peux expliquer ton raisonnement? Ouais, je pense que trop d'abondance paralyse la motivation et la volonté. Je pense que c'est extrêmement nuisible, en particulier pour les jeunes garçons, de grandir dans un environnement où ils peuvent être fiers, non pas de leur propre réussite, mais de celle de leur père ou de sa richesse. Ça supprime l'incitation à travailler sur leurs propres compétences, à étudier et à travailler. Donc je me suis dit que s'ils devaient recevoir ça, cet argent, ça devrait être quelque chose qu'ils ne recevraient uniquement une fois qu'ils sont déjà adultes. C'est toujours risqué, mais l'une des raisons qu'il serait plus logique de diviser toute cette immense richesse que je suis susceptible de laisser parmi une centaine, voire plus de personnes, c'est que ça ne serait pas excessif pour chacun de mes descendants.
Mais, tout de même, des gens ont fait le calcul. Ça représente quand même plusieurs millions de dollars pour chacun de mes enfants. Donc je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup. En parlant d'abondance, en dehors du podcast, on a eu beaucoup de discussions philosophiques fascinantes, dont une sur l'expérience du paradis des souris, également connue sous le nom d'univers 25. C'était une expérience qui s'est déroulée pendant les années 60 et au début des années 70. Elle était menée par l'éthologiste John B. Calhoun, et on pourrait en parler pendant des heures, j'en suis sûr. Mais c'était une expérience avec quelques centaines de compartiments individuels pour souris, et ils leur ont fourni de la nourriture, de l'eau et des matériaux pour nicher en abondance, pas de prédateurs, des températures stables et un nettoyage fréquent. En gros, c'était la définition de l'abondance du point de vue d'une souris. Et en fait, l'aspect vraiment intéressant de cette expérience, c'est que au début, la population a doublé. Elle s'est accrue très rapidement, mais ensuite elle s'est stabilisée et certains comportements sociaux très négatifs ont commencé à apparaître, comme des mères qui négligeaient ou tuaient leurs petits. Les attaques violentes et une suractivité sexuelle sont devenues répandues. Certaines soi-disant belles, des souris largement inactives et bien soignées, se sont retirées, refusant de s'accoupler ou d'interagir. Donc, toutes ces sortes de qualités sociétales que nous voyons comme négatives pour le bon fonctionnement d'une société ont commencé à émerger à cause de l'abondance. Et finalement, l'effondrement. Les taux de reproduction ont chuté, la dysfonction sociale s'est propagée à la génération suivante et finalement, elles ont juste disparu. La population n'a pas seulement chuté à un niveau bas, elle s'est progressivement réduite à zéro, malgré le fait qu'il y avait une abondance continue de ressources. Comme, comme le décrit la description, la dernière souris est morte entourée de nourriture et d'eau jamais consommée. Donc il y a une profonde sagesse dans cette histoire à propos de l'abondance. Il semble que t'en as déjà parlé dans différents contextes tout au long de cette conversation. Il semble que le manque, il semble que les contraintes, il semble que la non-abondance soit essentielle à l'épanouissement humain, ce qui est une notion contre-intuitive. C'est vrai pour les souris, et je pense que c'est certainement vrai pour les humains. L'être humain a évolué pour surmonter le manque. Presque par définition, il n'y a jamais eu de tel qu'une quantité infinie de nourriture ou de divertissement dans nos vies avant, aujourd'hui. Finalement, il semblerait que, en tant qu'espèce, nous perdons notre capacité à nous fixer des objectifs dans un monde où on a de tout et tout perd son sens. Les restrictions sont très importantes, mais je pense qu'elles devraient venir de l'intérieur. Il faut qu'il y ait une auto-restriction plutôt qu'une restriction, pour se créer des objectifs et offrir un sens à la vie. D'une certaine manière, j'ai été chanceux, d'une manière très contre-intuitive, parce que j'ai grandi pauvre. J'avais pas d'argent quand j'étais adolescent. J'ai porté la même veste pendant des années. On l'avait elle-même achetée d'occasion dans un marché aux puces. Le salaire de mon père, de prof à l'université, mettait des mois à arriver. Parce que l'État russe était presque en faillite à l'époque. Ma mère devait travailler 2 emplois pour s'occuper de nous. C'était pas facile, mais ça m'a aussi donné un but. Ça a donné un sens et créé des priorités. Ça nous a permis de nous concentrer sur les choses qui comptaient. Ça nous a permis de développer notre caractère et nos capacités intellectuelles. Mais au contraire, si on avait tout, à quoi bon? Ces souris ont souffert d'un effondrement irréversible. Et ce n'était pas un accident. Ce type d'expérience a été répété d'innombrables fois. Au bout d'un moment, la dysfonction sociale et l'érosion des rôles sociaux naturels deviennent contagieuses.
et la société se dégrade de façon progressive en une sorte de collection chaotique d'individus qui deviennent incapables de s'occuper de la prochaine génération ou même de la produire. Et l'extinction s'ensuit. C'est assez fascinant parce qu'on est actuellement en train de créer des technologies et c'est finalement ce que l'IA propose à nos générations futures qui pose des problèmes à résoudre, qui est que l'intelligence artificielle pourrait très bien créer l'abondance. Et on risque potentiellement de se retrouver comme ces souris. Que ce soit l'IA ou d'autres types de technologies qui augmentent nos capacités et nous offrent plus de possibilités. Bien sûr, c'est une bonne chose de diminuer la souffrance dans le monde, d'augmenter la qualité de vie. Mais à force d'approcher de cette abondance, le tissu qui nous connecte, enraciné dans notre biologie développée par l'évolution, pourrait créer un véritable défi pour nous. Il faut trouver le bon équilibre entre le chaos et l'ordre, entre s'auto-restreindre et libérer sa créativité.